Le docteur Harry Haverkorst, du bureau des drogues de Rockville aux États-Unis que l'on voit ici, étudie les effets des drogues. Il a été un des premiers à faire le lien entre l'apparition du sarcome de Kaposi et une drogue aphrodisiaque largement répandue dans les milieux homosexuels jusqu'à la fin des années 80, les poppers, que l'on voit sur cette photo. Nous avons fait une étude sur le comportement des homosexuels, sur leurs pratiques sexuelles, sur les types de drogues qu'ils utilisent. Et nous avons constaté que ceux qui développaient le sarcome de Kaposi avaient des pratiques sexuelles et des habitudes de consommation de drogue différentes de ceux qui étaient atteints uniquement de la pneumocystose. Et en analysant cela, nous avons constaté que c'était le popper qui semblait expliquer cette différence. Fort de ce constat, le Bureau des études des drogues a donc mené plusieurs campagnes de prévention contre les dangers de l'utilisation à haute dose des poppers. Depuis, les poppers ont été retirés de la vente libre. Et les résultats sont là, comme le prouvent les dernières études épidémiologiques. Il y a eu un surprenant déclin du sarcome de Kaposi au cours des dernières années, aussi bien en nombre de cas qu'en pourcentage. Vous avez une explication à ce phénomène? Eh bien, nous pensons que cela est peut-être lié à l'utilisation des poppers, dont nous avons pu constater une baisse au cours de la même période. Évidemment, nous n'avons pas pu établir une baisse de l'infection par VIH dans ces populations, ni établir de corrélation avec le virus de l'herpès. Par contre, l'épidémiologie du sarcome de Kaposi et celle de l'usage des poppers s'avèrent tout à fait corrélées aux États-Unis. Pour être complet, il faut relever que le sarcome existe chez des patients qui n'ont jamais utilisé de poppers. Il existe aussi chez d'autres patients qui n'ont jamais été contaminés par le VIH. Cela prouve en tout cas que les choses sont moins simples qu'on le croyait au départ. Ce qui est à l'origine du sarcome de Kaposi n'est pas très clair. L'implication du nouveau virus de l'herpès, trouvé chez bon nombre de patients, est assez évidente, ainsi que la consommation régulière des poppers. Il se peut que le VIH ne joue aucun rôle, et qu'il y ait autre chose en plus des poppers qui soit responsable de cette maladie. La connaissance des causes de la maladie reste floue. Et quand cette connaissance progresse, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle tend à innocenter le virus plutôt qu'à l'accabler. Et pourtant, à ce jour, le sarcome de Kaposi figure toujours au nombre des maladies dites du sida. Alors, pourquoi ce blocage ? On y a cru parce que l'équation VIH égale sida était admise. Mais si ce n'est plus le VIH qui est la cause du sarcome de Kaposi, personne n'aurait pensé à l'époque que le sida était quelque chose de nouveau. Personne n'aurait cru au VIH. Et maintenant, on fait marche arrière toute. Ce n'est plus le VIH. Et le sarcome de Kaposi n'est pas une maladie du sida. Alors pourquoi ne pas retirer la pneumonie aussi? Et qu'est-ce qui reste? Rien. Autre domaine, autre certitude dont témoigne ce spot, diffusé dès 87. Souvenez-vous de ce qu'on disait alors. At first, only gays and IV drug users were being killed by AIDS. But now we know every one of us could be devastated by it. The fact is, over 50,000 men, women and children now carry the AIDS virus. That in 3 years, nearly 2,000 of us will be dead. That if not stopped, it could kill more Australians than World War II. À ce jour, l'Australie compte moins de 10 000 cas de sida, au lieu des 50 000 prévus par ce spot. Principalement des homosexuels et des toxicomanes. Dire cela aujourd'hui ne revient pas à dévaluer le mal. Encore moins à pointer un doigt accusateur sur les groupes à risque. Simplement à rappeler qu'on s'est trompé et qu'on aggraverait l'erreur en ne rétablissant pas les faits. En France, en Allemagne et ailleurs en Europe, l'épidémie s'est stabilisée. Elle a même montré des signes de déclin.
Chez les hétérosexuels, l'explosion annoncée ne s'est jamais produite. Les campagnes de prévention y sont sans doute pour quelque chose. Mais il y a aussi d'autres raisons. Les souches qui circulent en Europe sont des souches qui ont fait transmission hétérosexuelle, donc il n'y a pas eu de passage important. Il y a eu un certain passage auprès des femmes, notamment à partir des drogués et des hommes bisexuels, mais il n'y a pas une réaction en chaîne qui s'est établie. Donc il n'y a pas une énorme transmission hétérosexuelle, et je pense qu'il n'y en aura pas. Et on peut citer par exemple le cas des travailleurs du sexe professionnel, des prostituées. Les enquêtes qui ont été faites ont montré qu'il y avait 2 ou 3% des prostituées qui étaient infectées, mais ce taux n'augmentait pas, sauf chez les toxicomanes. Les prostituées toxicomanes sont très affectées, mais pas les autres. Les études épidémiologiques menées chez les prostituées non toxicomanes des grandes villes européennes confirment en effet cette analyse du professeur Montagnier. Dans certaines villes européennes, on signale même aucune contamination dans les groupes étudiés. Si l'on considère que les prostituées constituent la partie de la population hétérosexuelle la plus exposée au risque, et pour cause, on doit donc logiquement en conclure que l'infection par le virus du sida dans le reste de la population hétérosexuelle doit être encore plus faible que chez les prostituées. Doit-on pour autant tirer la conclusion qu'il n'y a pas d'épidémie chez les hétérosexuels et qu'il n'y en aura jamais ? Au Centre européen pour la surveillance du sida, là où sont menées la plupart des enquêtes sur l'ampleur de l'épidémie, l'information n'est pas tout à fait la même. LVT2 différent d'LVT3 ? Globalement, c'est vrai que les homosexuels et les toxicomanes restent encore, 15 ans après le début de l'épidémie, nettement plus touchés en proportion, beaucoup plus que la population hétérosexuelle en général. Mais ça ne veut pas dire que le développement de l'infection VIH chez les hétérosexuels n'aurait pas eu lieu ou qu'il ne devrait pas se produire dans le futur. En réalité, ce à quoi on assiste, c'était une diffusion lente, progressive et effectivement beaucoup moins rapide que dans les premiers groupes de la diffusion de ce virus dans la population hétérosexuelle. Mais le fait que cette diffusion soit moins rapide que dans les 2 groupes précédents ne peut pas être considéré du tout comme quelque chose de rassurant. C'est simplement que l'intensité moyenne du risque dans la population hétérosexuelle est plus faible, que donc l'épidémie diffuse plus lentement et plus difficilement. Il n'empêche, le spectre de l'épidémie qui a plané sur l'Europe pendant 10 ans s'éloigne pour l'instant. Ou plutôt, il se déplace vers l'Afrique. De là-bas, de l'autre côté du désert du Sahara, nous parviennent des images terribles qui apparemment ne laissent aucun doute. L'épidémie frappe tout le monde, sans distinction, les vieillards comme les plus jeunes, les femmes comme les hommes. D'après l'Organisation mondiale de la santé, les personnes infectées par le VIH se comptent par millions. Pas question évidemment de remettre en cause l'hécatombe. Quand on voit ces images, qui d'ailleurs aurait l'inconscience de le faire? Non. Là encore, ce qui fait débat, ce n'est pas le fléau ou la réalité de la détresse. C'est le nom qu'on met dessus. L'Afrique est malade, mais est-elle vraiment malade du sida? C'est vrai, je le sais par expérience, que les tests qui sont chez nous à la fois très sensibles et très spécifiques le sont moins avec des sérums africains, pour différentes raisons. Celle que vous avez citée, c'est que beaucoup de ces Africains ont des infections intercurrentes chroniques, comme le paludisme, et qu'ils ont ce qu'on appelle un taux anormalement élevé d'anticorps, d'immunoglobuline d'ensemble. Et donc ces anticorps peuvent donner des réactions non spécifiques et donner des faux positifs dans les tests du sida. Il y a aussi l'énorme variabilité des souches qui circulent en Afrique qui est bien supérieure. On a tous les variants circulent en Afrique. Et donc les tests sont parfois pas très adaptés. Donc il y a toute une étude à faire. Est-ce que ceci fausse totalement les estimations qui ont été faites? Je ne le crois pas quand même, car ces estimations ont été faites par différents recoupements. Et bien sûr, ils donnent une fourchette simplement. Il suffit d'ailleurs d'aller dans un hôpital africain pour voir que la plupart des personnes qui sont là ont le sida. En partant d'un constat à peu de choses près identique, un hebdomadaire britannique a été amené à des conclusions radicalement différentes.
Dans son édition d'octobre 93, le Sunday Times publie en effet une enquête au titre volontairement provocateur, le mythe du sida africain. L'auteur de l'enquête s'appelle Neville Hodgkinson, journaliste spécialisé dans les questions scientifiques. Le voici à sa table de travail. Le doute l'assaille quand il effectue son voyage en Afrique centrale au cours de l'année 93. Ce qu'il a appris en 25 ans de carrière lui paraît en effet suffisant pour juger qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la version officielle. L'Afrique est-elle vraiment malade du sida ? Pas si vous définissez le sida comme une nouvelle maladie infectieuse. Il y a beaucoup de souffrances et de morts en Afrique, dues à la malnutrition, à la réapparition d'anciennes maladies, comme la malaria, la tuberculose. Ils ont besoin de beaucoup d'aide, mais je n'ai constaté aucune preuve d'une nouvelle épidémie. Le voyage de Neville Hodgkinson en Afrique dure plusieurs semaines. Il se rend d'abord au Kenya, puis en Tanzanie, en Zambie et pour finir au Zimbabwe. Ce qu'il voit, ce dont il entend parler, c'est plus de la peur du sida que du sida lui-même. Il va en comprendre là-bas les raisons. Au milieu des années 80, des scientifiques américains sont venus avec le tout nouveau test de dépistage. Ils ont testé les populations importantes et constaté que dans certains cas, 40 à 50% des tests étaient positifs. Alors ils ont dit, le VIH doit être là depuis de nombreuses années et l'Afrique est en proie à une terrible épidémie. Ce qui bien sûr a créé un climat de peur extrême. La terreur, en effet, est partout présente. Et pourtant, il n'y a pas de quoi, écrit-il. À ses yeux, en effet, le sida reste invisible. Il ne trouve pas trace des villages décimés par la maladie, ni des cimetières bâtis à la hâte pour faire face à l'hécatombe. L'Afrique est malade, certes, mais de rien qui ressemble à quelque chose de nouveau, même si cela s'apparente à ce qu'en Occident, on nomme le sida. La première chose qui m'a frappé quand je suis arrivé en Afrique et ai commencé mon enquête, c'est que les hôpitaux remplis de malades du sida, ainsi que les villages qui mouraient du sida dont on m'avait parlé, n'étaient pas immédiatement apparents. Quand j'ai demandé « Mais de quelle maladie meurt-il » on m'a dit « Du sida ?» Et j'ai dit « D'accord, mais de quelle maladie ?» Parce que le sida est un syndrome de déficience immunitaire. Alors on m'a dit « Eh bien, ce patient-là a la tuberculose, celui-ci a une diarrhée irréductible, celui-là a la malaria. » Il y avait toutes sortes de maladies, fièvre, diarrhée. Le genre de maladie que l'Afrique a toujours connu, mais qui en fait avait été rediagnostiquée comme maladie du sida du fait même de la peur engendrée par le test VIH. La confusion est-elle possible? A-t-on pu se tromper à ce point? La question préoccupe aujourd'hui beaucoup de chercheurs. Une étude récente faite au Zaïre par un scientifique américain, le professeur Essex, a montré que les personnes contaminées par la lèpre et non par le VIH réagissaient positivement au test du sida. Bizarre. Essex fait donc remarquer que les résultats des tests doivent être interprétés avec prudence chez les personnes atteintes de maladies mycobactériennes comme la lèpre ou la tuberculose par exemple. Il en conclut que les tests ne sont peut-être pas suffisants pour diagnostiquer l'infection par le VIH dans les régions d'Afrique centrale où ces maladies sont répandues, autant dire dans toute l'Afrique. Ces informations sont d'une gravité extrême, car la tuberculose et la lèpre sont largement répandues dans beaucoup d'endroits d'Afrique. Mais là aussi, quand nous l'avons annoncé, il n'y a eu aucune suite, aucune réponse de la part des chercheurs du courant dominant. Ils ont juste prétendu continuer comme si de rien n'était. À ce jour, personne n'a sérieusement répondu à Hodgkinson. Ni les journalistes en désaccord avec lui, ni le professeur Essex lui-même.